Le matin de la mort de Madame Marion Garroway, les cloches de l'église Saint-Athelstan dans l'Amour sonnaient pour s'exercer. 3 coups lents et réguliers à 9 heures, comme le voulait la tradition, avant la fête des moissons. Le son avait traversé le village, puis la haie d'If, derrière la maison de Miss Marple, jusqu'à sa cuisine où elle se tenait à la fenêtre, contemplant la lumière d'août qui argentissait le sommet des marguerites de la Saint-Michel dans son parterre. Elle avait remarqué le son des cloches machinalement, comme on remarque la qualité de la lumière ou le comportement des chats. C'étaient eux, les cloches qui rythmaient la vie du village, le quart d'heure, l'office du dimanche, le cortège funèbre, le carillon de mariage. 3 coups signifiaient un entraînement. 4, un incendie. Lorsque 4 coups retentirent, Miss Marple leva les yeux de la tasse de thé qu'elle était en train d'essuyer. Le bruit ne venait pas du clocher. Il provenait du presbytère, où la vieille cloche de l'abri de jardin avait été reconvertie en signal d'incendie après la guerre. Elle posa sa tasse et se tourna vers la fenêtre, collant son visage à la vitre. Il y avait de la fumée. Non pas la fine fumée discrète des cheminées des chaumières, mais une colonne d'une substance plus sombre qui s'élevait derrière les arbres qui délimitaient le jardin du presbytère. Miss Marple ôta son tablier, l'accrocha au crochet à l'intérieur de la porte du garde-manger et descendit d'un pas vif l'allée de son jardin. Lorsqu'elle atteignit la route, d'autres personnes sortirent de chez elle. La factrice, Madame Bell, se tenait sur le seuil de sa porte en robe de chambre. Le jeune docteur Fletcher passait en courant, son sac à la main, et le vieux monsieur Pemberton, qui promenait son épagneul le long du chemin comme tous les matins à 9h30. L'incendie, finalement, fut de faible ampleur et, d'une certaine manière, presque respectueux des règles. Il avait débuté dans le pavillon d'été du presbytère où étaient conservées les anciennes archives paroissiales. Ce pavillon avait la fâcheuse habitude d'accumuler feuilles mortes et objets oubliés. Et d'une façon ou d'une autre, une bougie restée allumée avait enflammé une pile de vieux programmes de la kermesse paroissiale des années 1920. Le vicaire Clément l'avait découvert lui-même, réveillé par l'odeur de papier brûlé. Il était parvenu à éteindre la majeure partie des flammes avec un seau d'eau avant l'arrivée des pompiers de Market Basing. Mais une partie importante du pavillon de jardin avait déjà été détruite, ainsi que ce que le vicaire décrivait avec une retenue admirable, comme plusieurs objets d'intérêt historique. C'est cet incendie qui a retardé la découverte de Marion Garroway. Si le village n'avait pas été en émoi à cause de la fumée du presbytère, quelqu'un aurait peut-être remarqué plus tôt que la porte d'entrée d'Heatherdown, la grande maison édouardienne au bout de Vicar's Lane, était ouverte à 10h30 du matin. C'est ce détail, qui fit l'objet de nombreuses discussions à la Poste et à la Guilde des femmes, qui permit à la vérité d'éclater ainsi, la découverte n'étant pas faite par la famille ou les amis, mais par une inconnue, la nouvelle femme de ménage venue pour son premier jour de travail et qui trouva la maîtresse de maison morte dans le salon. Elle s'appelait Lily Price et venait tout juste de s'installer au village, en provenance de Birmingham, avec son mari, qui travaillait au garage de Market Basing. Elle avait été embauchée par Madame Garroway sur recommandation de la femme du pasteur, qui avait connu la mère de Lily des années auparavant. Elle n'avait aucune raison de se sentir propriétaire de Heatherdown, aucune raison de tarder à donner l'alerte, et aucune idée, au début, de ce que pouvait signifier la porte ouverte, le silence et la position de la dame allongée sur le tapis près de la cheminée. Miss Marple en eut connaissance de la même manière que les nouvelles du village lui parvenaient toujours. Grâce au réseau de commérage de Madame Bell, au bureau de poste et à l'apparition inattendue de sa nièce, Joyce Reynolds, qui descendait de Londres le samedi matin et apportait avec elle une cargaison haletante de choses qu'elle avait entendues et de choses qu'elle pensait que Miss Marple devait savoir. Joyce arriva à 2h30, plus tôt que d'habitude, et sans son paquet habituel de beurre ou d'œufs de la ferme. « Tante Jane », dit-elle en restant sur le seuil, son manteau encore sur les épaules,
Avez-vous entendu la nouvelle? Madame Garroway est morte. » Miss Marple leva les yeux de son métier à broder, les doigts encore suspendus au-dessus d'une rose à moitié terminée en soie rose tendre. Elle avait entendu, tout le monde avait entendu. La nouvelle s'était répandue du cri de Madame Price, qui aurait été entendue, paraît-il, jusqu'au bout du chemin, jusqu'à la maison du médecin, au commissariat, au presbytère, à la poste, et de là jusqu'à chaque chaumière, chaque maison mitoyenne et chaque ferme à proximité du village. « Oui, ma chérie, » dit-elle, « j'ai entendu parler de ça. C'est terrible. » « Du thé ?» Joyce hocha la tête et s'affala lourdement dans le fauteuil près de la fenêtre. C'était une femme corpulente, enjouée, et qui absorbait les émotions des autres comme une éponge. Elle avait été l'amie de Marion Garroway, d'une amitié distante, comme lors de goûters entre femmes, ce genre d'amitié qui existe entre femmes d'âges et de milieux différents, qui se voient 2 fois par an et ont l'impression de bien se connaître grâce aux souvenirs qu'elles gardent de ces rencontres. « Elle avait l'air si paisible, » dit Joyce. Lily Price a dit qu'elle semblait dormir. Juste allongée près de la cheminée, une tasse de thé à la main. La tasse était renversée partout. Et son visage, Lily a dit qu'il était un peu bleuté. « Le cœur, peut-être, » dit Miss Marple en versant le thé. Ce n'était pas une jeune femme. 74 ans. Et elle ne les faisait pas, n'est-ce pas? Elle était si active. Tout ce travail paroissial, le comité des fleurs, l'association des femmes, le groupe de mamans et de jeunes enfants. Je ne sais pas comment elle trouvait l'énergie. Miss Marple tendit la tasse à sa nièce et s'assit dans son fauteuil. Par la fenêtre, elle aperçut le bureau de poste de Madame Bell et, au-delà, la ruelle qui menait à Vicar's Lane. Une voiture de police venait de passer, roulant lentement, comme si elle hésitait à troubler la quiétude matinale. Le docteur Fletcher était-il présent? Oui, mais il n'a apparemment rien pu faire. Il a dit qu'elle avait dû mourir vers 10 heures, peut-être plus tôt. Il veut une autopsie. Il y a quelque chose qui le dérange. Pas content? Il n'arrêtait pas de dire que quelque chose clochait. Madame Pemberton me l'a dit. Il est venu au magasin ce matin pour demander si quelqu'un avait remarqué quelque chose d'inhabituel aux alentours de Heatherdown. Elle a dit qu'il avait l'air soucieux. Ce n'était pas son état habituel. Miss Marple assimila l'information. Elle prit une gorgée de thé et contempla la broderie posée sur ses genoux. La rose n'était pas réussie. Elle avait choisi la mauvaise nuance de vert pour les feuilles. Et la police? L'inspecteur Graves? Apparemment, il a pris la relève. Il a remplacé le policier local, quelqu'un de Market Basing. Je ne sais rien de lui. Il s'appelle Graves, dit Miss Marple. Il travaille à Market Basing depuis quelques années. Il est consciencieux, pas particulièrement imaginatif, mais consciencieux. Joyce fixa sa tante du regard. « Comment le sais-tu? » »« Je suis attentive, chérie. » La conversation s'orienta vers les spéculations habituelles du village. Qui hériterait de Heatherdown? Madame Garroway avait-elle fait un testament? Avait-elle des ennemis? Vers 3h30, autour d'une seconde tasse de thé et d'une assiette de biscuits au beurre que Joyce avait rapporté de Londres, tous s'accordèrent à dire que personne n'aurait pu vouloir faire du mal à Marion Garroway, considérée par la plupart de ceux qui la connaissaient comme une femme aimable et généreuse. Même si tout le monde ne partageait pas cet avis, ajouta Joyce avec l'air de quelqu'un qui avait gardé une information particulièrement précieuse. Madame Pemberton m'a dit, « Vous savez, la femme du pharmacien, elle m'a dit que Marion pouvait être très difficile, qu'elle pouvait rabaisser les gens sans même qu'ils s'en rendent compte. Condescendante, je crois qu'elle a dit. Mais ce n'est pas une raison pour tuer quelqu'un. Des gens ont été assassinés pour moins que ça, dit Miss Marple d'une voix calme. Joyce rit, puis s'arrêta lorsqu'elle réalisa que sa tante ne plaisantait pas. Les obsèques de Marion Garroway,
eurent lieu le mercredi de la semaine suivante. L'église était pleine à craquer. Non pas, comme le fit remarquer le vicaire dans son homélie, parce que Marion était aimée de tous, mais parce que la mort exerce une gravité qui rassemble les gens, quelles que soient leurs affinités avec le défunt. La chorale chanta « Le roi de l'amour est mon berger », l'un des chants préférés de Marion. Les fleurs, composées par le comité floral sous la direction de Madame Hazel Pemberton, étaient magnifiques et abondantes. Des roses blanches, du gypsophile et une bordure de fougères. Miss Marple était assise à sa place habituelle, la troisième en partant du premier rang à gauche, assez près pour entendre distinctement les paroles du vicaire, mais suffisamment en retrait pour observer l'assemblée. Elle connaissait Marion depuis 30 ans. Elle n'avait pas été amie. Marion avait toujours fréquenté des milieux plus dynamiques que le monde calme et contemplatif de Miss Marple. Mais elle la connaissait suffisamment bien pour observer sa façon de se comporter au village, la manière dont elle présidait les réunions, remportait les débats et donnait l'impression que sa façon de faire était la seule sensée. Les personnes en deuil étaient disposées selon la hiérarchie habituelle. Au premier rang, visiblement accablé de chagrin, se trouvait Edward Garroway, le neveu de Marion, qui vivait chez sa tante depuis 3 ans et bénéficiait depuis peu de sa généreuse pension. C'était un homme maigre et nerveux de 45 ans, dont le visage semblait avoir oublié comment exprimer une émotion sincère et s'était figé dans une expression permanente de légère inquiétude. Il était le seul parent vivant de Marion. Sa sœur était morte jeune et son bref mariage n'avait pas donné d'enfant. À côté d'Edward était assise sa femme, Sylvia, une femme discrète d'une 40aine d'années qui travaillait à mi-temps à la pharmacie et qui ne semblait jamais parler de sitôt. Elle avait l'air de quelqu'un qui avait appris, très tôt dans sa vie conjugale, que ses opinions n'avaient même pas grande valeur. Au deuxième rang, Madame Hazel Pemberton était assise avec son mari, Arthur. C'était une femme imposante et élégante, d'une 50aine d'années, aux cheveux gris, fer sévèrement tirés en arrière. Elle portait un chapeau noir, orné d'un petit voile noir, et ses mains, gantées de noir, reposaient sur ses genoux, affichant une parfaite sérénité. Elle était la plus proche amie de Marion depuis 30 ans, et avait contribué à organiser toutes les œuvres de charité entreprises par le village durant cette période. Miss Marple savait aussi qu'elle était la seule personne du village capable d'égaler l'énergie et la volonté de Marion. Miss Marple n'avait jamais su avec certitude si cela les avait rapprochés ou avait semé les graines de la rivalité. Derrière les Pemberton étaient assises les différentes membres de la guilde des femmes, du comité des fleurs, du groupe de mamans et de jeunes enfants, toutes les organisations que Marion avait dirigées ou inspirées. Elles pleuraient en silence, essuyant leurs yeux avec des mouchoirs, et se demandaient sans doute ce qu'il adviendrait de leur réunion et de leurs projets maintenant que leur dirigeante n'était plus là. Le vicaire a fait l'éloge de Marion, comme le font souvent les vicaires. Il a évoqué son dévouement à la paroisse, sa générosité envers les pauvres, sa chaleur humaine. Il n'a pas mentionné son côté capricieux, son impatience face à la contradiction, ni son don pour le silence dès son entrée dans une pièce. Ce ne sont pas des choses que l'on dit à des funérailles. Après la cérémonie, les personnes en deuil se sont dispersées dans la grisaille de cet après-midi de septembre. Miss Marple, debout sur l'allée de l'église, les observait se rassembler par petits groupes sur la pelouse, échangeant des paroles de condoléances douces et appropriées. Elle remarqua Edward et Sylvia qui s'attardaient près du portail du cimetière, comme s'ils voulaient partir, mais n'y parvenaient pas tout à fait. Elle observa Hazel Pemberton, toujours aussi digne et élégante, qui parlait au vicaire, avec l'air de quelqu'un qui avait déjà assumé certaines responsabilités. Elle remarqua le jeune docteur Fletcher, venu en sa qualité de professionnel et qui se tenait à l'écart des autres, absorbé par ses pensées, le cimetière, peut-être, ou la façon dont la lumière se reflétait sur les pierres tombales.
C'est alors que Miss Marple remarqua quelque chose qui la fit s'arrêter. À l'écart de la foule, à demi dissimulé par le porche, se tenait un homme qu'elle ne reconnut pas immédiatement. Grand et mince, les cheveux noirs commençaient à grisonner aux tempes. Il portait un costume plutôt élégant, semblant avoir été acheté à Londres, plutôt que dans les villages alentours de Market Basing. Il observait les personnes en deuil d'un air indéchiffrable. Ni chagrin, ni satisfaction, à proprement parler, mais quelque chose de plus complexe, comme s'il cherchait à saisir le sens de l'événement à ses propres fins. Lorsqu'il remarqua que Miss Marple le regardait, il ne détourna pas les yeux. Au contraire, il inclina légèrement la tête, comme pour accuser réception de son observation, puis se retourna et marcha d'un pas vif vers le porche. Miss Marple prit note du visage de l'homme. Elle interrogerait Joyce à son sujet plus tard, une fois les funérailles terminées et les personnes présentes dispersées pour le thé servi à la salle des fêtes. Le thé était excellent, comme toujours lors des enterrements au village. Madame Bell avait organisé le repas avec son efficacité habituelle, et les tables étaient chargées de sandwichs, de gâteaux et de scones. Les femmes, vêtues de leurs robes noires et de leurs chaussures confortables, circulaient dans la salle, remplissant les tasses, débarrassant les assiettes et parlant à voix basse de la défunte et de ce qu'elle avait représenté pour elle. Miss Marple prit son thé dans un coin, d'où elle pouvait observer sans être observée. Elle avait appris depuis longtemps que l'information circulait plus librement quand on oubliait de faire attention à ce qu'on disait. Et il y avait, elle le sentait déjà, une grande quantité d'informations à recueillir avant que ces funérailles ne se fondent dans le rythme ordinaire de la vie villageoise. Elle observa Hazel Pemberton s'approcher de Madame Clement, la femme du vicaire, et lui parler à voix basse. Elle vit Edward Garroway, debout près de la fenêtre, une tasse de thé à la main qu'il ne semblait pas boire, le regard perdu au loin. Elle vit Sylvia rôder près de son mari, le visage empreint d'une compassion douloureuse qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Du coin de l'œil, elle observa l'homme aux cheveux noirs qui s'était tenu près du porche du cimetière. Il était revenu, apparemment, et se trouvait maintenant près de la porte, en train de parler à une femme d'une trentaine d'années, que Miss Marple reconnut comme étant Madame Dorothy Weeks. Dorothy Weeks était la plus vieille amie de Marion. Sa seule véritable amie, disaient certains, tandis que d'autres suggéraient que son dévouement relevait davantage de l'habitude et de la proximité géographique que d'une affection sincère. Elle avait vécu à côté de Marion pendant 20 ans, l'avait aidée pour les compositions florales, avait assisté à toutes les réunions, tous les thés et tous les événements organisés par Marion. C'était une femme simple et raisonnable de 55 ans, célibataire, qui s'était attachée à la famille de Marion avec la persévérance tranquille d'une bernacle à son rocher. Miss Marple observa le regard que Dorothy posa sur l'homme, comme si elle le connaissait, comme si sa présence était inattendue et importune. Elle remarqua le geste rapide et sec de Dorothy, un petit signe de dédain, et la réaction de l'homme qui recula et baissa les yeux. Dorothy se détourna alors et se dirigea vers le coin du hall où se trouvait Miss Marple, le visage rouge, les mains serrées devant elle. « Madame Weeks » dit Miss Marple. « Comment allez-vous » Dorothy s'assit lourdement sur la chaise à côté de Miss Marple. Elle ne sembla pas avoir entendu la question. « Cet homme, dit-elle, cet homme qui me parlait tout à l'heure. Savez-vous qui il est ? J'ai bien peur que non. Il s'appelle Basil Crane. Il était locataire à Heatherdown, il y a quelques années. Marion lui a demandé de partir après un désaccord financier. Il est parti à Londres. Je ne l'ai pas revu depuis. » Elle marqua une pause. « Je ne sais pas ce qu'il fait ici. Cela me paraît déplacé, inapproprié. Aux funérailles, quand on ne sait pas parler depuis 3 ans. » Miss Marple y réfléchit. Peut-être est-il venu présenter ses respects. Peut-être. La voix de Dorothy était monocorde. Elle regarda ses mains.
toujours jointes, les jointures blanchies par la tension. Ou peut-être est-il venu pour une autre raison. Quelle autre raison pourrait-il y avoir? Dorothy leva les yeux vers Miss Marple et leurs regards se croisèrent un instant. Il y avait quelque chose dans le regard de Dorothy, une lueur de peur peut-être, ou quelque chose de plus sombre. « Je ne sais pas, » dit-elle. « Mais je ne lui fais pas confiance. Je ne lui ai jamais fait confiance. Marion lui faisait confiance au début. Mais j'ai vu qui il était vraiment. Et maintenant, il est de retour, le jour de ses funérailles, et je... » Elle s'interrompit. « Je suis désolée. Je suis bouleversée. C'est un véritable choc. »« Bien sûr que oui, » dit doucement Miss Marple. « Vous étiez sa plus proche amie. »« Sa seule véritable amie, » corrigea Dorothy. « Il y a une différence. » Miss Marple acquiesça. Elle prit mentalement note du nom de Basil Crane et l'inscrivit dans le registre qu'elle tenait dans son esprit, avec Edward et Sylvia Garroway, Hazel et Arthur Pemberton et tous les autres fils de la vie villageoise qui s'entremêlaient pour former la trame de Saint Athelstan-in-the-Moor. Les jours qui suivirent les funérailles de Marion Garroway furent marqués par une tension étrange qui planait sur le village comme un nuage bas. Les gens vaquaient à leurs occupations, les courses, les réunions à l'église, les trajets scolaires. Mais une nouvelle méfiance s'était installée dans leurs interactions, comme si chacun attendait quelque chose, sans pouvoir dire quoi. L'enquête policière fut menée avec la persévérance discrète que l'inspecteur Graves déployait dans toutes ses affaires. Il interrogea les habitants du village à leur domicile, dans l'arrière-salle du commissariat, au café de Market Basing où il déjeunait parfois. Il posa des questions sur les déplacements de Marion, ses finances, ses relations, sa santé. Il examina la maison de Heather Down, le contenu de son bureau, les documents de son classeur. Il obtint un mandat pour son dossier médical. Et le 3e jour après les funérailles, il annonça que l'autopsie avait révélé quelque chose d'inattendu. La cause du décès de Marion Garroway n'était pas une insuffisance cardiaque, comme l'avait initialement supposé le docteur Fletcher. Il s'agissait d'un empoisonnement. La nouvelle se répandit dans le village comme une traînée de poudre. À midi, tout le monde était au courant. La factrice, le boucher, la pompiste, les enfants qui faisaient tôt les courses, les vieux messieurs assis sur le banc devant le pub. Marion Garroway avait été assassinée. Miss Marple apprit la nouvelle de Madame Bell, qui la tenait de son mari, qui la tenait du boucher, qui la tenait de sa femme, qui la tenait du policier. Elle l'accueillit avec calme, remercia Madame Bell pour l'information et reprit sa broderie. Mais ses doigts, pour une fois, restèrent immobiles. Ils planèrent au-dessus des roses de soie, silencieux et immobiles, tandis que son esprit repassait l'information en boucle, comme une pierre dans un verre. Empoisonnement. Quelqu'un a empoisonné Marion Garroway. Elle repensa aux funérailles, au visage qu'elle avait observé, aux conversations qu'elle avait surprises, aux petits détails qui lui avaient paru, sur le moment, simplement intéressants plutôt qu'importants. Elle pensa à Edward Garroway, le neveu anxieux qui avait vécu au crochet de Marion et qui vraisemblablement hériterait du reste de ses biens. Elle pensa à Hazel Pemberton, l'ami proche qui avait organisé les compositions florales avec une telle efficacité et qui semblait, même dans le chagrin, déjà se projeter dans l'avenir. Elle pensa à Basil Crane, le locataire revenu le jour des funérailles, qui avait parlé à Dorothy Weeks d'une manière qui laissait transparaître à la fois familiarité et ressentiment. Et elle pensa à Dorothy Weeks elle-même, cette amie simple et dévouée, qui avait été la plus proche compagne de Marion pendant 20 ans, qui connaissait tous les secrets de la maison, qui avait peut-être plus à perdre que quiconque lorsque Marion serait partie. C'est Madame Bell qui vint trouver Miss Marple le lendemain matin, avec la nouvelle la plus intéressante. Elle arriva à 10h30, son heure habituelle de visite, et elle apporta une assiette de scones qu'elle prétendait avoir préparée elle-même, mais qui était, comme Miss Marple le remarqua,
les mêmes scones qu'elle avait apportés la semaine précédente. L'inspecteur a posé des questions sur le jardin, dit Madame Bell en s'installant dans le fauteuil près de la fenêtre. À Heatherdown, il a demandé à voir l'abri de jardin. Apparemment, il y avait quelque chose qui lui paraissait important, tel que, je ne sais pas exactement, mais j'ai entendu, il parlait au policier devant la maison. Je l'ai entendu dire « digital ». Je n'ai pas bien compris la suite, mais il a clairement dit « digital ». Les mains de Miss Marple, restées immobiles jusque-là, s'activèrent pour ajuster le cadre à broder. Digital, pourpre. La plante qui, à doses appropriées, pouvait réguler le rythme cardiaque et à doses inappropriées, l'arrêter complètement. Il a aussi posé des questions sur les compositions florales, a poursuivi Madame Bell. Qui les avait réalisées, quand elles avaient été livrées, si quelqu'un les avait touchées récemment? Cela semblait l'intéresser beaucoup. Qui réalise les compositions florales pour Heatherdown? C'est surtout Madame Pemberton. Avant, elle et Marion s'en occupaient ensemble toutes les semaines. Mais la semaine dernière, Marion préparait les festivités de la fête des récoltes. Madame Pemberton est venue l'aider jeudi. Elles ont passé tout l'après-midi au salon avec les fleurs. Miss Marple assimila cela. Jeudi, la veille de la mort de Marion. Et les préparatifs pour la fête des récoltes, étaient-ils terminés? Non, pas vraiment. Madame Pemberton m'a dit que non. Marion voulait faire quelques modifications et elle allait les faire elle-même vendredi matin. Elle a dit qu'elle préférait travailler seule. Elle était comme ça, vous la connaissez, très pointilleuse, à tour. Très exigeante, approuva Miss Marple. Elle regarda par la fenêtre son propre jardin, où les digitales poussaient en abondance le long de la clôture du fond. Elles étaient hautes cette année, leurs fleurs violettes se dressant comme de petites clochettes sur le ciel de septembre. Elle les avait toujours trouvées belles, elle ne les avait jamais considérées comme dangereuses. L'enquête policière se poursuivit. L'inspecteur Graves interrogea longuement Edward et Sylvia Garroway dans l'arrière-salle du commissariat. Il interrogea également Hazel Pemberton, qui, imperturbable face à ces questions, y répondit avec le calme et la précision de quelqu'un qui n'avait rien à cacher. Il interrogea enfin Dorothy Weeks, qui, émue, dut recevoir une tasse de thé avant de pouvoir continuer. Il interrogea enfin Basil Crane, qui avait été retrouvé dans un pub de Market Basing et qui affirmait se trouver à Londres au moment du décès de Marion, sans pouvoir présenter de témoins pour le confirmer. Et il a interviewé Miss Marple en personne un jeudi après-midi gris, dans son propre salon, où il s'est assis, son carnet ouvert et son stylo prêt à écrire, et lui a posé des questions sur sa relation avec le défunt, sa connaissance de la maisonnée, ses observations le jour des funérailles. Miss Marple répondit patiemment et précisément à ces questions. Elle lui dit ce qu'elle savait, c'est-à-dire peu de choses. Elle lui raconta ce qu'elle avait vu, c'est-à-dire davantage. Elle décrivit la porte ouverte de Heatherdown, la façon dont les personnes en deuil s'étaient rassemblées aux funérailles, la conversation qu'elle avait surprise entre Basil Crane et Dorothy Weeks, la tension qu'elle avait perçue sur les visages de ceux qui connaissaient le mieux Marion. « Et que pensez-vous qu'il s'est passé, Miss Marple ?» demanda l'inspecteur, une fois qu'il eut fini de noter ses réponses. Miss Marple l'observa. C'était un homme robuste d'une 50aine d'années, au visage empreint de prudence et de méthode. Il n'était pas stupide, mais elle soupçonnait qu'il n'était pas non plus particulièrement imaginatif. Il suivrait les pistes évidentes, enquêterait sur les suspects les plus probables et en tirerait la conclusion évidente. « Je pense, dit-elle lentement, que Madame Garroway a été tuée par quelqu'un qui la connaissait bien. Quelqu'un qui avait accès à sa maison, à son thé, à ses habitudes, quelqu'un qui la connaissait suffisamment bien pour prédire son comportement, ce qu'elle mangerait quand elle serait seule. » Elle marqua une pause.
quelqu'un qui l'aimait, ou qui l'avait aimé, ou qui désirait ardemment être aimé d'elle. Le stylo de l'inspecteur planait au-dessus de la page. « Vous avez quelqu'un en tête ?» Miss Marple croisa les mains sur ses genoux. « J'ai plusieurs personnes en tête, inspecteur. Les pistes sont nombreuses. Mais, compte tenu des éléments recueillis jusqu'à présent, je pense qu'il faudrait examiner attentivement le cas de Basil Crane. Il était locataire, ce qui lui donnait accès à la maison. On lui a demandé de partir, ce qui lui donnait un mobile. Du ressentiment, peut-être, ou un désir de vengeance. Il est revenu au village le jour des funérailles, ce qui laisse supposer un intérêt malsain pour l'affaire, et il n'a aucun alibi pour l'heure du décès. » L'inspecteur hocha lentement la tête. Il prit quelques notes dans son carnet. Non pas ses notes précises habituelles, mais quelque chose de plus rapide, comme s'il prenait note d'un suivi ultérieur. « Merci, Miss Marple, » dit-il. « C'est très utile. » Après son départ, Miss Marple s'assit dans son fauteuil près de la fenêtre et contempla les digitales de son jardin. Elles étaient encore en fleurs, leurs clochettes violettes ondulant sous la légère brise. Belle, mortelle. La plante qui pouvait guérir ou tuer, selon la main qui la touchait. Elle pensa à Basil Crane. Elle pensa à Dorothy Weeks, le visage rouge de peur et d'autres choses encore. Quelque chose qui, aux funérailles, ressemblait presque à une reconnaissance. Elle pensa à Hazel Pemberton, toujours digne, toujours élégante, gardant son sang-froid même dans le chagrin. Et elle pensa à Marion Garroway, morte dans son salon, une tasse de thé empoisonnée à la main, allongée sur le tapis près de la cheminée où elle avait passé tant d'heures à diriger les affaires du village qu'elle avait fait sien. L'affaire, décida Miss Marple, n'était pas encore close. Mais elle avait une théorie, et elle la suivrait jusqu'à ce qu'elle l'amène ailleurs, jusqu'à ce que les faits exigent une autre conclusion, ou jusqu'à ce qu'elle découvre la vérité et que celle-ci, comme toujours, triomphe. Elle reprit sa broderie et enfila son aiguille. La rose était encore inachevée, mais le tissu était encore bon, et elle avait encore le temps de la terminer correctement. La théorie s'est dessinée lentement, comme une photographie qui se développe dans une chambre noire. Elle apparaissait d'abord comme une faible impression, puis gagnait en clarté et en détail, jusqu'à être suffisamment nette pour être examinée. L'après-midi même de la visite de l'inspecteur Graves, Miss Marple avait désigné Basil Crane comme son principal suspect, et elle n'avait pas dévié de cette position les jours suivants. Elle suivait l'enquête avec la satisfaction tranquille de celle dont l'instinct s'était révélé fiable. La police, elle aussi, semblait concentrer ses efforts sur Crane. Il fut interrogé une nouvelle fois, plus en profondeur cette fois, et son alibi, sa présence à Londres, s'effondra sous l'examen. Le pub où il prétendait avoir passé la soirée admit n'avoir aucune trace de lui. Les billets de train qu'il présenta étaient datés du mauvais jour. L'homme qui avait affiché tant d'assurance aux funérailles paraissait de plus en plus nerveux au fil des jours, comme s'il sentait l'étau se resserrer autour de lui. Et pourtant, il y avait des choses qui ne convenaient pas tout à fait. Miss Marple les remarquait lors de ses promenades matinales dans le village, pendant son thé avec Joyce, lors des réunions paroissiales auxquelles elle assistait par habitude et par simple observation. De petites choses, des détails qui, pris individuellement, semblaient insignifiants, mais qui, ensemble, formaient un schéma qu'elle ne pouvait ignorer. La première était la digitale. L'inspecteur Graves avait détecté de la digitaline dans l'organisme de Marion et avait trouvé de la digitale dans la remise du jardin de Heatherdown, plus précisément dans une zone récemment coupée, avec des tiges et des feuilles fraîches éparpillées au sol. La conclusion était sans appel. Le poison avait été préparé à partir des plantes du jardin, à l'aide d'outils à la portée de tout villageois. Mais Miss Marple avait remarqué autre chose à propos de ces digitales. Elles n'étaient pas à leur emplacement naturel.
Ce carré de fleurs avait été planté intentionnellement. Il ne s'agissait pas d'une pousse sauvage, comme on pourrait s'y attendre dans un jardin ancien. Elles avaient été aménagées, entretenues, favorisées. Cela laissait supposer que quelqu'un les avait placées là, volontairement. La deuxième chose était la tasse à thé. Lors de l'enquête, le docteur Fletcher a décrit la position de la tasse de thé au moment de la découverte du corps de Marion. Elle se trouvait sur la table d'appoint près de la cheminée, son contenu répandu sur la soucoupe et le tapis. Ces éléments correspondaient à une personne ayant fait un malaise soudain, la tasse lui ayant échappé des mains au moment du décès. Mais Miss Marple avait vu la tasse à la réception funéraire, où elle avait été exposée comme pièce à conviction avant d'être emportée. C'était une tasse en porcelaine fine, blanche avec un fin liseré doré, faisant partie d'un service que Marion possédait depuis de nombreuses années. La tasse n'était ni ébréchée, ni fêlée. Si elle était tombée des mains d'une mourante et avait heurté le tapis avec une force suffisante pour répandre son contenu de façon si spectaculaire, elle aurait dû porter la moindre trace du choc. Non, cela laissait supposer, même si Miss Marple n'en était pas encore certaine, que la tasse avait été manipulée après la mort de Marion, que quelqu'un l'avait déplacée, nettoyée, ou y avait touché entre l'empoisonnement et la découverte du corps. La troisième chose était le portail du jardin. Madame Bell avait mentionné que la porte d'entrée de Heatherdown était ouverte lorsque le corps avait été découvert. Miss Marple avait supposé, comme tout le monde, que Marion elle-même l'avait laissée ouverte, peut-être pour laisser entrer un visiteur, ou tout simplement parce qu'elle était distraite par les événements de la matinée. Mais depuis les funérailles, elle était passée plusieurs fois devant Heatherdown et avait remarqué le portail du jardin. C'était un portail en bois, peint en vert, avec un loquet en fer. Il ne se fermait pas automatiquement. Il fallait soulever le loquet, faire pivoter le portail et le relâcher pour qu'il se referme. Lors de son dernier passage devant la maison, Miss Marple avait aperçu le portail ouvert. Un livreur descendait l'allée avec un colis. Après son départ, il avait refermé le portail derrière lui d'un geste nonchalant, sans le moindre effort. Quiconque serait entré dans la maison le matin du décès de Marion serait passé par ce même portail. Il l'aurait refermé derrière lui, ou non. Et s'il ne l'avait pas refermé, le portail serait resté ouvert toute la matinée, visible de tous les passants. Et pourtant, personne n'avait mentionné avoir vu le portail ouvert. Ni Madame Price, la femme de ménage, qui était entrée par la porte d'entrée et n'avait rien remarqué d'inhabituel. Ni le facteur, qui avait distribué une lettre à 9h30 et ne se souvenait de rien concernant le portail. Ni les voisins, qui avaient regardé par leurs fenêtres et n'avaient rien vu d'anormal. Ce qui signifiait soit que le portail était fermé, et donc que quelqu'un l'avait fermé délibérément après être entré dans la maison, soit que personne n'avait pensé à regarder le portail au moment critique et ne l'avait tout simplement pas remarqué. Miss Marple ne croyait pas aux coïncidences. La quatrième chose était le billet. Le matin de sa mort, Marion avait écrit un mot. Celui-ci a été découvert lors de la perquisition de son bureau par la police. Une simple feuille de papier avec quelques lignes écrites de sa main, inachevées. Cher H, je ne peux plus continuer ainsi. La pression de faire semblant est insupportable, et je dois vous demander de... Le billet s'interrompait brusquement, au milieu d'une phrase. Il n'y avait ni date, ni signature. Il avait été froissé, puis déplié, comme si Marion avait failli le jeter avant de se raviser. L'inspecteur Graves n'avait pas accordé beaucoup d'importance à ce mot. Il semblait personnel, une lettre que Marion écrivait à quelqu'un dont le nom commençait par H. Mais qui? Hazel Pemberton. Sa sœur, Harriet, décédée des années auparavant. Ou quelqu'un d'autre. Le message laissait entendre que Marion était sous pression, qu'elle avait fait semblant et qu'elle avait l'intention de confronter quelqu'un et de lui demander quelque chose qu'elle ne pouvait préciser.
Miss Marple lut mentalement le billet, le retourna et l'examina sous tous les angles. Puis elle le rangea dans son registre mental et passa à autre chose. C'est un mardi soir, lors de la réunion de la Guilde des femmes, que la théorie de Miss Marple reçut son premier coup sérieux. La réunion se tenait, comme toujours, dans la salle des fêtes, les chaises disposées en rangées, face à l'estrade où Madame Hazel Pemberton présidait la séance. Elle avait pris la tête de la Guilde après la mort de Marion, assumant ce rôle avec l'autorité tranquille de celle qui l'attendait depuis longtemps. Les femmes du village l'avaient acceptée sans hésiter. Hazel était respectée, compétente et avait été la plus proche amie de Marion. Miss Marple était assise à sa place habituelle, au 3e rang, et observait les débats avec une attention qui n'avait rien à voir avec l'ordre du jour de la Guilde. La réunion venait de commencer lorsque l'inspecteur Graves apparut à la porte. Il demanda à parler en privé à Madame Pemberton, et Hazel, sans paraître surprise, confia la parole à son adjoint et sortit. Les femmes attendaient. Elles chuchotaient, échangeaient des regards, spéculaient. Miss Marple observait par la fenêtre l'inspecteur qui parlait à Hazel d'une voix basse et pressante. Elle n'entendait pas les mots, mais elle voyait le visage d'Hazel, calme, attentive, répondant à chaque point par un petit hochement de tête ou une brève question. Il n'y avait aucune trace de détresse dans son attitude, aucune surprise, aucune peur. Au bout de 10 minutes, l'inspecteur est parti. Hazel est retournée à l'avant de la salle, a repris sa place et a continué la réunion comme si de rien n'était. Mais Miss Marple avait remarqué quelque chose. Juste avant qu'Hazel ne se retourne vers la pièce, son regard s'était porté non pas sur l'inspecteur, ni sur le village au loin, mais sur l'homme aux cheveux noirs qui se tenait dans un coin du couloir, observant la scène avec la même attention silencieuse que Miss Marple avait remarquée aux funérailles. Grue Basilic. Il était de nouveau là, en marge des événements, observant, attendant. Et Hazel Pemberton l'avait vu, elle aussi. La réunion terminée, Miss Marple s'attarda. Elle ajusta son sac à main, ramassa son tricot et se dirigea lentement vers la porte. Elle observa Hazel saluer les femmes qui partaient, son attitude chaleureuse et efficace, son sourire parfaitement approprié à l'occasion. Elle vit Basil Crane s'éclipser par la porte de service, marchant rapidement, comme s'il ne voulait pas être vu. Et elle regarda Dorothy Weeks s'approcher d'Hazel avant qu'elle ne puisse partir. Les deux femmes se tenaient dans un coin du couloir et parlaient à voix basse. Miss Marple ne pouvait entendre leurs paroles, mais elle voyait leur visage. Celui de Dorothy, rouge et anxieux. Celui d'Hazel, calme et maître de lui. Dorothy lança une remarque acerbe, et Hazel répondit par un regard qui semblait dire « Calmez-vous ». Ce n'est ni le moment, ni l'endroit. Puis, Hazel rassembla ses affaires et partit, laissant Dorothy seule, les mains tremblantes, le visage blême. Miss Marple s'approcha d'elle. « Madame Weeks, vous vous sentez bien ?» Dorothy leva les yeux, surprise. Un instant, son expression se laissa aller, et Miss Marple y perçut quelque chose d'inédit. Ni chagrin, ni peur, mais une sorte de panique. Une femme qui a perdu le contrôle, qui le sait, mais qui ne parvient pas à s'empêcher de chuter. « Je vais bien, » dit Dorothy. « C'est juste que ça a été une période difficile. »« Oui, » dit Miss Marple. « C'est le cas. » Elle laissa le silence s'étirer, attendant. La respiration de Dorothy était courte et saccadée, comme si elle luttait pour respirer. « L'inspecteur vous a-t-il dit... » Dorothy s'interrompit. « Est-il au courant de... À propos de quoi ?» Dorothy regarda Miss Marple, et un instant, on crut qu'elle allait dire quelque chose, avouer un secret, révéler un secret enfoui depuis des années. Mais elle se reprit. Son visage se figea comme l'eau qui recouvre une pierre. « Rien, dit-elle. Rien d'important. Je suis désolée. »
Je ne suis pas moi-même. » Elle se retourna et s'éloigna rapidement, presque en courant, comme si elle fuyait quelque chose d'indéfinissable. Miss Marple la regarda partir. La théorie était fausse. Elle le sentait avec cette certitude qui naît lorsqu'une pièce de puzzle ne s'emboîte pas, non pas parce qu'elle est la mauvaise, mais parce que l'image a été mal interprétée dès le départ. Basil Crane était impliqué, oui. Il observait, attendait, et sa présence aux funérailles et à la réunion de la guilde laissait présager autre chose qu'un deuil innocent. Mais il n'était pas le meurtrier. Il était autre chose, une complication, un fil conducteur, une pièce d'un puzzle plus vaste. Le véritable meurtrier était quelqu'un d'autre, et l'attention de Miss Marple avait été délibérément détournée. Par qui et pourquoi, elle l'ignorait encore. Elle rentra chez elle lentement, en réfléchissant. Le mot que Marion était en train d'écrire, à quelqu'un dont le nom commençait par H. Je ne peux plus continuer comme ça. La pression de faire semblant est insupportable. Qui Marion avait-elle prétendu être? Cette question en entraîna d'autres. Pourquoi Basil Crane avait-il suivi l'enquête d'aussi près? Que savait-il de Marion qu'il ne révélait pas à la police? Quel était son lien avec Dorothy Weeks, cette conversation aux funérailles qui l'avait laissé rouge de honte et effrayé? Et qui Hazel Pemberton avait-elle rencontré à la grille du jardin le matin de la mort de Marion? Miss Marple s'arrêta au milieu de la route. Elle n'avait entendu parler d'aucune réunion à la porte du jardin. Elle avait supposé que Marion était seule dans la maison lorsqu'elle avait été empoisonnée, que le meurtrier était entré par la porte, avait versé le poison dans la tasse de thé et était parti avant l'arrivée de quiconque. Et si elle avait tort? Et si quelqu'un avait été avec Marion ce matin-là? Et si cette personne avait été la dernière à la voir vivante? Et ce, régulièrement, depuis un certain temps? Et si la porte ouverte, la tasse de thé renversée et le corps intact n'étaient pas le fait d'un meurtrier parti tranquillement, mais d'un amant interrompu? La théorie qui paraissait si solide, Basil Crane, le locataire éconduit, se vengeant, semblait désormais fragile et incomplète. Elle n'expliquait ni la digitale du jardin, plantée délibérément des années auparavant, ni le mot que Marion avait commencé à écrire, inachevé et abandonné. Elle n'expliquait ni le regard de Dorothy Weeks lors des funérailles, ni celui d'Hazel Pemberton sur Basil Crane, ni la façon dont toutes deux semblaient me dissimuler quelque chose qui n'avait rien à voir avec la mort de Marion, mais tout à voir avec sa vie. Miss Marple rentra chez elle et s'assit dans son fauteuil, près de la fenêtre. Elle ne broda pas, elle ne tricota pas. Elle resta assise à réfléchir, attendant que l'image se précise. C'est un jeudi matin, une semaine après la réunion de la guilde, que le second coup tomba. La nouvelle venait du docteur Fletcher, qui avait été appelé au cottage de Miss Marple pour une affaire professionnelle urgente, selon ses dires. Il arriva à 10h30, l'air soucieux, et s'assit dans le fauteuil, près de la fenêtre, avec l'air d'un homme accablé par un fardeau trop lourd à porter. « Je ne suis pas censé en parler », a-t-il dit. L'inspecteur a demandé à toutes les personnes concernées de garder le silence. Mais je pense que vous devez le savoir. Sais-tu quoi? Le docteur Fletcher prit une profonde inspiration. Le poison. Nous pensions qu'il s'agissait de digitaline extraite de la digitale, coupée et préparée dans la remise du jardin, infusée dans de l'eau chaude, puis administrée dans le thé. Il marqua une pause. Mais le rapport toxicologique est arrivé hier. Le poison ne provenait pas de la digitale. Miss Marple sentit le sol se dérober sous elle. Qu'est-ce que c'était? Coniine, dérivé de la ciguë. Le mot planait dans l'air entre eux. La ciguë, répéta Miss Marple. Pas la digitale. Pas de digitale. Le docteur Fletcher se pencha en avant, la voix pressante. La digitale dans la remise était une fausse piste, mademoiselle Marple. Quelqu'un l'a plantée là délibérément. On l'a séchée, arrangée, on a fait croire qu'elle avait servi à fabriquer du poison. Mais le vrai poison, c'était la ciguë,
une plante complètement différente. Mais la ciguë ne pousse pas dans le village. Je l'aurais vue? Exactement. Le regard du docteur Fletcher croisa le sien. Ce n'est pas une plante villageoise, elle pousse ailleurs, dans les haies de certains comtés, dans des régions spécifiques. Si le poison provient de la ciguë, il a été introduit ici, délibérément, par quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Miss Marple comprit la situation. La digitale avait été placée là pour induire l'enquête en erreur, pour faire croire que le meurtrier était un habitant du quartier, quelqu'un qui avait accès à la remise de jardin, quelqu'un qui aurait pu commettre l'erreur d'utiliser ce qui lui tombait sous la main. Mais le véritable poison venait d'ailleurs. Quelqu'un l'avait apporté, transporté et administré sans être vu. Qui aurait accès à la ciguë? Demanda-t-elle. N'importe qui ayant des connaissances en botanique. N'importe qui sachant où chercher. Un pharmacien peut-être, ou un jardinier aux compétences particulières. Le docteur Fletcher marqua une pause. Ou quelqu'un ayant étudié les classiques. La ciguë, c'est ce que buvait Socrate, vous savez. C'est bien documenté. Quelqu'un ayant une formation classique saurait exactement comment la préparer. Miss Marple pensa à Hazel Pemberton. Son mari, Arthur, était le pharmacien du village, mais Hazel, elle, avait suivi une formation d'institutrice avant son mariage. Elle avait fait des études universitaires, notamment en littérature et en histoire. Elle devait certainement connaître la ciguë. Elle devait certainement savoir comment la préparer. Mais n'importe qui d'autre pourrait en faire autant. « Il y a autre chose », a déclaré le docteur Fletcher. Quelque chose que l'inspecteur ignore encore. Miss Marple attendait. La ciguë n'était pas dans le thé. Elle était dans le sucre. La révélation la frappa comme un coup de poing. Le sucre, le petit bol blanc que Marion gardait sur la table d'appoint, à côté de la tasse de thé, pour ceux qui prenaient leur thé sucré. Le sucre que tout visiteur avait pu toucher, goûter, remarquer. Si le poison était dans le sucre, dit lentement Miss Marple, alors Marion n'a pas choisi le moment où elle le buvait. Elle aurait été empoisonnée dès la première prise de sucre après l'ajout de la ciguë, ce qui signifie que le meurtrier ne savait pas exactement quand Marion boirait le thé empoisonné. Il s'est simplement assuré qu'elle serait empoisonnée à la prochaine occasion. Le docteur Fletcher acquiesça. C'est une méthode patiente, méthodique, celle de quelqu'un qui était prêt à attendre. Quelqu'un qui était déjà venu dans la maison, ou qui y avait accès. Un visiteur régulier peut-être. Quelqu'un en qui Marion avait confiance. L'esprit de Miss Marple s'emballa, passant en revue toutes les possibilités. Un visiteur régulier d'Heatherdown, quelqu'un en qui Marion avait suffisamment confiance pour entrer chez elle, dans son salon, sa cuisine, quelqu'un qui avait accès au sucrier et la possibilité d'y toucher sans éveiller les soupçons. Hazel Pemberton, Dorothy Weeks, même Basil Crane, lorsqu'il était locataire. N'importe lequel d'entre eux aurait pu le faire. N'importe lequel d'entre eux aurait pu ajouter la ciguë au sucre et attendre. Mais un seul d'entre eux était présent le matin du meurtre, lorsque la porte était restée ouverte, que la tasse s'est renversée et que le corps a été découvert. Miss Marple repensa à la conversation qu'elle avait surprise lors de la réunion de la guilde, entre Dorothy Weeks et Hazel Pemberton. Le visage de Dorothy, blême de peur. La réponse calme et maîtrisée d'Hazel. La façon dont elle s'était regardée et avait regardé Basil Crane comme si elle partageait un secret que personne d'autre ne devait connaître. Le secret, Miss Marple le comprenait désormais, n'avait rien à voir avec la mort de Marion. Tout était lié à sa façon de vivre. Ce soir-là, Miss Marple fit quelque chose qu'elle faisait rarement. Elle sortit. Elle traversa le village tandis que les réverbères s'allumaient, en vacillant, passa devant le pub où le vieux monsieur Pemberton rentrait de sa promenade du soir, passa devant l'église où la chorale répétait pour l'office du dimanche,
passa devant la rangée de cottages où les familles qui y vivaient depuis des générations conservaient encore leurs habitudes et leurs secrets. Elle s'arrêta devant la maison de Dorothy Weeks. C'était une petite maison mitoyenne, l'une des deux construites dans les années 1950 pour les ouvriers agricoles des environs. La lumière était allumée dans le salon, et à travers les rideaux, Miss Marple aperçut Dorothy assise sur une chaise près de la fenêtre, le regard perdu dans le vide, les mains jointes sur les genoux. Elle ne sonna pas, elle n'en avait pas besoin. Ce dont elle avait besoin, c'était de voir, de confirmer ce qu'elle commençait à soupçonner, de faire correspondre le visage à la fenêtre avec le schéma qu'elle avait construit dans son esprit. Dorothy Weeks le savait. Depuis des années, elle savait quelque chose sur Marion que personne d'autre ne savait. Quelque chose qui avait trait à Basil Crane, à Hazel Pemberton, aux mots que Marion avait écrits le matin de sa mort. « Cher H, je ne peux plus continuer comme ça, c'est trop dur de faire semblant. » Dorothy avait fait semblant. Hazel aussi. Marion, elle-même aussi. Et quelque part, dans cet univers de mensonges, se cachait la vérité sur le meurtre. Ni vengeance, ni cupidité, ni aucun des mobiles évidents que la police poursuivait, mais quelque chose de plus ancien, de plus profond et de plus douloureux. Quelque chose qui puisait ses racines dans le passé du village, dans les années où Marion était arrivée, lorsqu'elle était jeune et belle, et qu'elle avait conquis le cœur d'homme qui aurait dû être plus avisé. Miss Marple rentra lentement chez elle, tandis que le soir laissait place à la nuit. Elle s'était trompée au sujet de Basil Crane, mais elle ne s'était pas trompée sur le mode opératoire. Le tueur était patient, le tueur était méthodique. Le tueur préparait son crime depuis très longtemps, et le tueur était toujours dans le village, observant, attendant, feignant le deuil. Le piège a été tendu un samedi après-midi, lors de la fête des récoltes que le village préparait depuis des mois. La fête se déroulait dans le parc du presbytère, sur le vaste espace vert entre la maison et l'église. On y trouvait des stands, tenus par la guilde des femmes, le groupe de mamans et leurs tout-petits, et le conseil paroissial. Des jeux étaient proposés aux enfants, une tombola aux adultes, et un étalage de fleurs et de légumes aurait fait la fierté de Marion. Le temps avait été clément, chose rare pour un mois de septembre, mais bienvenue, et le soleil brillait sur les invités qui flânaient entre les différentes attractions, achetant des gâteaux, des billets de tombola et des petits pots de miel des abeilles, de M. Pemberton. Miss Marple avait choisi son moment avec soin. Elle trouva Hazel Pemberton près de l'étalage de fleurs, arrangeant les dernières fleurs offertes pour l'occasion. Elle portait une robe verte qui flattait son teint, et ses cheveux gris étaient bas tirés en arrière, comme à son habitude. Elle avait l'air, pensa Miss Marple, d'une femme qui avait trouvé sa place et qui comptait bien la garder. « Madame Pemberton », dit Miss Marple. « Quel plaisir de vous voir ici. C'est un bel hommage à Marion, n'est-ce pas? Toutes ces fleurs, elle en aurait été si heureuse. » Hazel sourit. « On fait de notre mieux, mais bien sûr, ce n'est pas pareil sans elle. »« Non, » acquiesça Miss Marple, « ce n'est jamais le cas. » Elle resta un instant immobile, observant Hazel ajuster une tige de gypsophile. Puis elle dit, d'un ton désinvolte, « Je pensais au mot, celui que Marion écrivait le matin de sa mort. » Les mains de Hazel s'arrêtèrent un instant sur la tige de la fleur, puis elles reprirent leur travail, avec douceur et précision. « Le mot, cher H, je ne peux plus continuer comme ça. C'est trop dur de faire semblant, » a déclaré Miss Marple. « La police a-t-elle jamais découvert à qui elle écrivait? » Je ne saurais dire. La voix d'Hazel était calme. Marion avait beaucoup d'amis, beaucoup de gens dont le nom commence par H. Bien sûr, mais je me demandais, étant donné votre amitié étroite, si elle ne vous écrivait pas. Hazel se tourna vers Miss Marple. Son regard était fixe, son expression indéchiffrable. Pourquoi pensez-vous cela? Miss Marple sourit.
C'était un sourire doux, chaleureux et bienveillant. Mais en dessous, il y avait autre chose. Quelque chose qui fit légèrement vaciller le calme d'Hazel Pemberton, comme une flamme dans un courant d'air. « Parce que, dit doucement Miss Marple, vous étiez toujours si proche, n'est-ce pas? Et pourtant, j'ai remarqué quelque chose aux funérailles, à la réunion de la guilde. Vous regardez Basil Crane différemment des autres. Vous ne semblez pas surpris de le voir. Vous semblez préparé, comme si vous saviez qu'il viendrait, comme si vous l'attendiez. » Les mains d'Hazel se crispèrent sur la tige de la fleur. Le gypsophile plia sous la pression, ses minuscules fleurs blanches tremblant. « Je ne vois pas où vous voulez en venir, Miss Marple. » « Je n'insinue rien. Je ne fais que constater. » Miss Marple se pencha plus près, sa voix baissant jusqu'à un murmure. « Mais je crois que vous savez quelque chose sur Basil Crane que la police ignore. Quelque chose qui explique pourquoi il était locataire à Heatherdown. Quelque chose qui explique pourquoi Marion lui a demandé de partir. Quelque chose qui le relie à Dorothy Weeks, à vous, à la vie que menait Marion avant sa mort. » Le visage d'Hazel pâlit. Un instant, le masque tomba et Miss Marple aperçut ce qui se cachait dessous. Non pas une femme calme et maîtresse de ses émotions, mais une femme qui portait un secret depuis si longtemps qu'il faisait désormais partie d'elle, indissociable de la personne qu'elle avait choisi d'être. « Tu ne sais rien, » dit Hazel. Sa voix était assurée, mais ses mains tremblaient. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. » « Alors dites-moi, » dit Miss Marple. « Parlez-moi de Basil Crane. Parlez-moi de la maison d'été du presbytère, celle qui a brûlé le matin de la mort de Marion. Dites-moi ce qui se passait réellement à Heatherdown et pourquoi quelqu'un s'est senti obligé d'y mettre fin. » Un silence pesant s'installa entre eux. Hazel Pemberton fit alors quelque chose auquel Miss Marple ne s'attendait pas. Elle rit. Ce fut un rire bref et sec, non pas d'amusement, mais plutôt de désespoir. « Tu te crois si malin, » dit-elle. « Tu crois pouvoir lire dans les cœurs, percer les secrets, savoir ce que les gens ont fait. Mais tu te trompes. Tu t'es trompé sur toute la ligne. » « Ai-je ? » ?»« Oui. » Le regard d'Hazel croisa celui de Miss Marple, et l'on y lisait une intensité farouche, une désespérance profonde. Vous croyez que Basil l'a tuée. Vous croyez qu'il l'a empoisonnée parce qu'elle l'a repoussé, parce qu'il s'est senti méprisé, parce que c'est le genre d'homme qui ne supporte pas qu'on lui dise non. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Et ensuite, que s'est-il passé? Hazel détourna le regard vers le jardin, où les enfants jouaient, les femmes riaient et le soleil brillait comme s'il n'y avait aucune ombre nulle part au monde. Oh. Marion était en train de mourir, a-t-elle dit. Elle se mourait depuis des mois. Les médecins ne le savaient pas encore. Les tests n'étaient pas concluants, mais elle le savait. Elle le sentait et elle voulait contrôler la façon dont ça se terminait. Miss Marple attendait. Elle m'a demandé de l'aider, poursuivit Hazel. Pas de poison, rien d'aussi brutal. Juste être là, pour m'assurer qu'elle ne soit pas seule à la fin. Pour lui tenir la main pendant qu'elle prenait la potion qu'elle avait préparée. C'était de la ciguë, oui. Elle se la procurait elle-même auprès d'un fournisseur du pays de Galles. Elle y pensait depuis des semaines. Les mots planaient dans l'air, terribles et vrais. Mais elle a changé d'avis, dit Hazel. Au dernier moment, elle a décidé qu'elle voulait vivre. Elle a repoussé la tasse, l'a jetée à l'autre bout de la pièce. Elle était toujours si théâtrale et m'a dit de partir. On s'est disputé. Je lui ai dit qu'il était trop tard, que le poison était déjà dans son organisme, qu'il ne lui restait peut-être qu'une heure. Mais elle n'a rien voulu entendre. Elle a dit qu'elle appellerait le docteur Fletcher, qu'elle trouverait un remède, qu'elle était plus forte que le poison. Que s'est-il passé ensuite? Je suis parti. J'ai franchi le portail du jardin, je l'ai refermé derrière moi et je suis rentré chez moi.
Je le pensais vraiment, qu'elle mourrait seule, comme elle l'avait souhaité. Mais non, elle a bu le thé. La tasse que je lui avais apportée, celle qu'elle avait repoussée plus tôt, elle l'a prise et a bu, ignorant que le sucre avait été empoisonné des mois auparavant par quelqu'un d'autre. Miss Marple sentit le sol se dérober sous ses pieds. Quelqu'un d'autre? Basil. La voix d'Hazel était monocorde, sans émotion. Il était amoureux de Marion depuis des années. Quand elle lui a demandé de partir, il n'a pas pu l'accepter. Il pensait que si lui ne pouvait pas l'avoir, personne ne le pourrait. Il a empoisonné le sucre et a attendu. Il se croyait malin, patient, comme tu l'as dit. Mais Marion n'a jamais utilisé de sucre. Elle y avait renoncé il y a des années, pour des raisons de santé. Elle prenait son thé sans sucre, tous les matins, tous les après-midi. Et puis Marion a décidé de réutiliser le sucre. Récemment. Oui, elle ne se sentait pas bien. On ignorait encore la maladie, et elle pensait avoir besoin d'énergie. Elle a commencé à mettre du sucre dans son thé environ 2 semaines avant sa mort. Comme ça, d'un coup. Une habitude qu'elle avait abandonnée est revenue soudainement. Et le poison de Basil fit le reste. Oui, Hazel ferma les yeux. Il l'a tuée. Pas intentionnellement, pas comme il l'avait prévu, mais il l'a tuée quand même. Et je n'ai rien pu faire. Je n'ai rien pu faire pour l'empêcher. J'étais là et je l'ai laissé mourir. Miss Marple assimila cela. Les pièces du puzzle s'assemblèrent. La digitale semée pour tromper, la ciguë choisie par Marion elle-même, le sucre empoisonné par Basil et consommé sans le savoir. C'était une terrible et tragique suite d'événements, chaque maillon découlant du précédent, chaque décision menant à un résultat imprévu. Mais Basil ignorait que Marion avait cessé de consommer du sucre, dit Miss Marple. Il ne savait pas qu'elle recommencerait. Il n'aurait pas pu le prévoir. Non, c'était un imbécile. Il pensait que son plan était parfait, que sa patience avait été récompensée. Il n'a pas compris que la vie de Marion avait basculé d'une manière qu'il n'aurait jamais pu prévoir. La voix d'Hazel était amère. Il est venu aux funérailles pour constater les conséquences de ses actes. Il est resté au fond de l'église à nous regarder pleurer et il a ressenti… Quoi? Du triomphe? De la satisfaction? Je ne sais pas. Je ne pouvais pas le supporter. Mais vous le saviez, lors de la réunion de la guilde, quand vous l'avez vu, vous le saviez. Je savais. Hazel ouvrit les yeux et regarda Miss Marple. Et je ne pouvais rien dire. Parce que si je disais à la police ce que je savais, ce que Marion m'avait demandé de faire, comment j'étais là à la fin, ils ne me croiraient jamais. Ils penseraient que j'étais la meurtrière. Ils penseraient que j'avais aidé Basil, ou que je l'avais tué moi-même, ou que j'avais fait quelque chose d'horrible. Alors je me suis tue. Je les ai laissés enquêter sur la digitale, la remise, les suspects évidents. Je les ai laissés suivre la piste de l'héritage d'Edward Garroway, la dévotion de Dorothy Weeks et vos propres théories sur Basil Crane. Et maintenant? Maintenant, je te l'ai dit. La voix d'Hazel n'était qu'un murmure. Parce que je n'en peux plus. Je ne supporte plus de faire semblant, de mentir, le poids du secret. Marion m'a demandé de garder son choix secret. Elle voulait mourir en paix, sans pitié, sans le cirque d'une enquête. Mais elle est partie, et ses secrets sont morts, avec elle. Il ne reste plus que la vérité, et il faut bien que quelqu'un la dise. Miss Marple observa Hazel Pemberton. Son visage serein, ses mains fermes. Cette femme qui avait organisé les compositions florales pour les funérailles, prit la direction de la guilde des femmes, et bâtit une vie dans ce village qu'elle avait fait sienne. Et elle perçut, sous cette façade, le chagrin, la culpabilité et l'écrasant poids de trop en savoir. « Basil Crane », dit Miss Marple. « Où est-il maintenant ?»« Au pub. »
À Market Basing. Il y est depuis une semaine, à boire et à attendre quelque chose. Je ne sais pas quoi. » Miss Marple acquiesça. Elle toucha doucement le bras d'Hazel, un geste de réconfort, de compréhension, de partage de la douleur. « Je m'en occupe, » dit-elle. « Rentrez chez vous. Reposez-vous. Vous portez ce fardeau seul depuis trop longtemps. » Hazel la regarda longuement. Puis elle se retourna et s'éloigna, traversant la fête, se frayant un chemin à travers la foule, vers la porte qui menait hors du presbytère et vers le village où elle avait vécu pendant 30 ans et où elle vivrait sans doute encore de nombreuses années. Miss Marple la regarda partir. Elle se dirigea ensuite vers Market Basing, où Basil Crane l'attendait. La confrontation eut lieu dans l'arrière-salle du White Hart, où l'air était saturé de fumée et où la lumière filtrait par la fenêtre en rayons poussiéreux. Basil Crane était assis à une table dans un coin, un verre de whisky devant lui, le regard dans le vide. Il paraissait plus vieux qu'aux funérailles, plus vieux et plus usé, comme si le poids de ses actes pesait sur lui depuis des jours et qu'il ne pouvait plus le supporter. Miss Marple s'assit en face de lui. Il leva les yeux, et pendant un instant son visage resta impassible. Puis une lueur de reconnaissance brilla, suivie d'une émotion qui pouvait être de la peur ou du soulagement. « Miss Marple, » dit-il, « je me demandais quand vous viendriez. Tu savais que je le ferais ? » ?»« Je savais que quelqu'un le ferait. » Il prit une longue gorgée de son verre. « J'attendais. Je pensais que ce serait la police, mais ils semblent occupés avec d'autres suspects. Edward Garraway, Dorothy Weeks, ce genre de choses. Des gens avec des mobiles évidents. » Il laissa échapper un rire rauque et amer. « Pas moi. Je suis invisible, voyez-vous ? L'homme qui est parti il y a des années, qui ne possède rien, qui n'aurait jamais pu faire ce que j'ai fait. Pourrais-tu » Basil Crane posa son verre. Il regarda Miss Marple, les yeux rougis et fatigués. « Vous savez, dit-il, Hazel vous l'a dit. Elle m'a dit la vérité. Toute la vérité. Tout. » Il secoua lentement la tête. « Sais-tu ce que c'est que d'aimer quelqu'un pendant 30 ans ? De le voir vivre sa vie, se marier avec quelqu'un d'autre, devenir le centre d'un monde qui t'est inaccessible. J'étais jeune quand j'ai séjourné à Heatherdown. Jeune et naïf, persuadé que si j'attendais, si je me montrais digne de lui, elle me remarquerait. Elle me choisirait. Mais elle ne l'a pas fait. Non, elle me voyait comme un outil pratique, un jeune homme pour l'aider à la maison, la conduire à ses réunions, lui redonner l'impression d'être jeune quand elle en avait besoin. Elle s'est servie de moi, et quand elle n'en a plus eu besoin, elle m'a jeté comme un vieux chiffon. Sa voix s'est brisée. Vous savez ce que ça fait ? Être utilisé et mis au rebut, voir quelqu'un qu'on aime vous traiter comme si vous ne comptiez pas, comme si vous n'aviez jamais compté. Miss Marple ne répondit pas. Elle avait déjà vu ce genre d'amour. L'amour qui se mue en obsession, la dévotion qui se transforme en ressentiment, la soumission qui devient une arme. Ce n'était pas rare. C'était même l'un des motifs de violence les plus fréquents qu'elle ait jamais rencontrés. « Alors vous l'avez empoisonné, » dit-elle. « Vous avez empoisonné le sucre et vous avez attendu. Je ne voulais pas qu'elle meure. » La voix de Basil était suppliante, désespérée. Je voulais juste qu'elle souffre, qu'elle ressente ce que j'ai ressenti. L'abandon, le rejet, le sentiment d'être inutile. Je pensais qu'en l'empoisonnant lentement, elle serait malade pendant des mois, peut-être des années. Elle aurait besoin de soins, d'attention. Elle devrait compter sur quelqu'un. Et ce quelqu'un, ce serait moi. Je serais celui qui la sauverait, la soignerait, resterait avec elle jusqu'au bout. Et puis, quand elle irait mieux, parce que je trouverais un remède, j'aurais le temps de trouver un remède. Elle me verrait. Elle verrait enfin ce que j'avais fait pour elle. Mais elle a arrêté de consommer du sucre, il y a des années. Oui, sa voix était creuse. Oui, elle l'a fait,
et je ne le savais pas. Je croyais avoir tout fait correctement, tout préparé avec soin, attendu patiemment le bon moment. Mais elle avait changé. Elle était devenue une étrangère. Elle avait renoncé au sucre, aux sucreries, à tous ces petits plaisirs qui rendaient la vie supportable. Elle était devenue une sainte, et je ne pouvais plus le supporter. Alors tu as attendu, pendant des années, en espérant qu'elle recommence à consommer du sucre. Oui, il se prit la tête entre les mains. Et puis, 2 semaines avant sa mort, c'est arrivé. Comme ça, d'un coup, elle a commencé à mettre du sucre dans son thé. Elle n'a pas dit pourquoi. Elle n'a rien expliqué. Elle a juste changé. Et j'ai pensé que Dieu avait exaucé mes prières. J'ai pensé qu'elle était de nouveau à moi. Miss Marple le regarda, cet homme brisé assis en face d'elle, les épaules secouées par le chagrin. Elle pensa à Marion Garroway, étendue sur le tapis près de la cheminée, la tasse de thé renversée à ses côtés, le visage bleui par le poison qui l'avait emporté. Elle pensa à Hazel Pemberton, gardienne du secret que Marion avait elle-même choisi, observant celui qu'elle avait jadis considéré comme un ami attendre les conséquences de son crime. Elle pensa à Dorothy Weeks, à Edward et Sylvia Garroway, et à tous les autres dont la vie avait été bouleversée et brisée par la mort d'une femme qui, peut-être, n'avait jamais vraiment saisi la puissance des forces qu'elle avait déchaînées. « Vous auriez dû le dire à la police, » dit Miss Marple d'une voix calme, « quand vous saviez qu'elle était morte. Vous auriez dû avouer. Je n'y arrivais pas. » Il leva les yeux vers elle, le visage baigné de larmes. « Tu crois que je voulais ça? Tu crois que je voulais sa mort? Je l'aimais. Je l'aimais plus que tout au monde. Je voulais juste qu'elle m'aime en retour. » « Ce n'est pas de l'amour, » dit Miss Marple. « C'est de la possession. Et la possession, à la fin, finit toujours par se détruire elle-même. » Basil Crane ne dit rien. Il enfouit son visage dans ses mains et pleura, de grands sanglots déchirants, qui semblaient venir d'un endroit profond et terrible, d'un lieu où l'espoir et la haine avaient vécu si longtemps ensemble qu'ils étaient devenus indiscernables. Miss Marple se leva. Elle se dirigea vers le bar où le patron astiquait un verre avec un chiffon et lui dit d'appeler la police. Elle lui expliqua qu'un homme dans l'arrière-salle avait commis un crime et était prêt à avouer. Puis elle sortit dans la rue où le soir tombait et où les réverbères commençaient à peine à s'allumer. Elle longea les boutiques, les maisons et l'église où Marion Garroway s'était mariée 50 ans plus tôt, puis la place du village où les enfants avaient joué et les femmes avaient bavardé, et où la vie avait continué son cours comme toujours, indifférente au drame qui s'y déroulait. Elle rentra chez elle à pied, dans sa maisonnette au bout du chemin, où les digitales étaient encore en fleurs dans son jardin et où le thé l'attendait toujours dans la théière sur la table de la cuisine. Elle s'assit dans son fauteuil, près de la fenêtre, et contempla le crépuscule. Le lendemain matin, elle le savait, la police viendrait. Ils poseraient des questions, recueilleraient des témoignages, constitueraient leur dossier contre Basil Crane pour le meurtre de Marion Garroway. Ils interrogeraient Hazel Pemberton et apprendraient la vérité sur la ciguë, sur le choix de Marion, sur la terrible complexité des événements survenus durant les dernières heures de sa vie. Ils interrogeraient Dorothy Weeks, qui avait tout su et gardé le silence, qui portait son propre secret coupable en plus de ceux d'Hazel et de Basil. Ils interrogeraient Edward Garroway, qui n'hériterait de rien maintenant que Marion était morte de mort violente et non de vieillesse. Ils interrogeraient les villageois, qui colporteraient des rumeurs, spéculeraient et finiraient par oublier, comme toujours, qu'un événement inhabituel s'était produit. Le monde continuerait de tourner. Le village retrouverait son rythme. La guilde des femmes se réunirait, les fleurs seraient arrangées, les enfants joueraient sur la pelouse. Le temps passerait.
Le chagrin s'estomperait et la cicatrice se refermerait jusqu'à devenir presque invisible. Mais pas entièrement. Jamais entièrement. Miss Marple pensa à la tasse de thé. La tasse en porcelaine blanche à bordure dorée, renversée sur le tapis, son contenu répandu sur le sol. Elle pensa aux mots que Marion avait commencé à écrire, inachevés et abandonnés. Elle pensa à la porte ouverte, au portail du jardin, au digital planté avec tant de soin et une intention si terrible. Et elle pensa à Marion elle-même. Cette femme qui avait voulu mourir à sa façon, qui avait choisi sa propre fin, qui avait été contrariée non par la maladie ou un accident, mais par la jalousie d'un homme qui ne pouvait accepter que l'amour, comme toute chose, doivent finalement lâcher prise. Le thé dans la théière avait refroidi. Miss Marple ne prit pas la peine d'en préparer. Assise dans l'obscurité naissante, elle observait les digitales onduler dans la brise et songeait à la nature de l'amour et de la possession, à la différence entre désirer et posséder, au prix terrible que l'on paie lorsque ces deux choses sont confondues. Le matin, l'inspecteur Graves venait frapper à sa porte, assailli de questions. Il voulait savoir comment elle avait découvert la vérité, ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait compris. Et elle lui racontait tout, car c'était son rôle. Observer, comprendre, percevoir ce que les autres ne voyaient pas et dire la vérité qui rétablirait l'ordre dans le monde. Mais pour l'instant, dans le calme de sa chaumière, alors que le crépuscule enveloppait le village comme un linceul, Miss Marple s'autorisa à ressentir le poids de ce qui s'était passé. Elle s'autorisa à pleurer, non pas pour Marion Garroway, qui avait choisi son propre destin, mais pour l'amour qui s'était mué en poison, pour la dévotion qui s'était cristallisée en désespoir, pour toutes ces petites et terribles façons dont les êtres humains se blessent les uns les autres au nom de sentiments trop intenses. Les digitales ondulaient dans l'obscurité. La bouilloire restait froide sur le poêle. La broderie, inachevée, gisait sur ses genoux. La rose qu'elle brodait depuis si longtemps était toujours inachevée, attendant encore que sa main achève son œuvre. Et dehors, dans le village où rien ne changeait jamais et où tout finissait par rester pareil, les cloches de l'église se mirent à sonner. Non pas 3 coups, non pas 4, mais un glas lent et mélancolique qui résonna à travers la verdure, jusque dans les chaumières et par les portes des maisons où les gens restaient éveillés la nuit, pensant à la femme qu'ils avaient enterrée à la hâte et au secret qu'elle avait emporté dans la tombe.